complete for mankind. Le monde merveilleux des complotistes est assorti d'un vocabulaire assez reconnaissable, et j'aimerais partager avec vous un florilège de l'arsenal lexical et sémantique de ces adorables créatures, pour pouvoir, par exemple, les reconnaître au cours d'un débat. Mouton. Sans doute le mot préféré des complotistes. Si vous avez une opinion contraire à la leur, alors c'est qu'elle est forcément manipulée par les médias ou par quelques forces obscures. Seule leur opinion est intelligente. Et vous, vous êtes un mouton. Si vous émettez le moindre doute sur une vidéo par exemple de Dieudonné ou sur le 11 septembre, alors le mot mouton va immanquablement ressurgir à un moment donné. Et du coup, j'aime beaucoup utiliser ce mot-là contre eux aussi, en leur faisant remarquer que le fait de croire à n'importe quelle vidéo sur internet sans jamais vérifier par soi-même les infos données, c'est être encore plus un mouton finalement. Pensée unique. La fameuse pensée unique, qui va un peu dans le même sens que le mot mouton finalement. Car justement, la pensée unique c'est quoi? C'est une notion abstraite qui désigne la façon de penser de ceux que les complotistes appellent les moutons justement. Il faut comprendre qu'en fait, du point de vue des complotistes, tous ceux qui ne connaissent pas les théories du complot ou qui ne le croient pas, ont tous exactement la même opinion, la même manière de penser, tout ça évidemment manipulé par les médias et les politiques. Adhérer aux théories du complot, c'est donc finalement une façon pour eux de se sentir plus malin que la moyenne, en sortant de cette pensée unique. C'est vraiment un terme typiquement complotiste, et très révélateur des idées de votre interlocuteur dans un débat. False flag. Les false flags sont des opérations sous faux drapeau. False flag, faux drapeau. Ce sont donc des actions de terrain menées par les États dans un but politique, mais de manière détournée et officieuse, des fois par l'intermédiaire d'un groupe armé. Et évidemment, les complotistes considèrent que chaque événement qui survient, chaque attentat, chaque catastrophe est en fait un false flag. 11 septembre, false flag. Charlie Hebdo, false flag. Fukushima, false flag. Tchernobyl, false flag. Calvitie, false flag. Inside job. Rien à voir avec les blowjobs. Littéralement, inside job vient de l'anglais travail de l'intérieur. Comprenez donc complot interne. Ainsi, les complotistes considèrent que le 11 septembre est un inside job, organisé par les Américains eux-mêmes. Ainsi que, tous les autres attentats, tant qu'à faire. Charlie Hebdo, attentat de Paris, commis évidemment par les agents secrets français et israéliens, donc inside job quoi. Alors la différence avec le false flag, c'est que le false flag ça peut être sur un territoire étranger sans lui demander son autorisation, alors que l'inside job c'est vraiment le pays qui organise un truc sur son propre territoire. BFM TV. Apparemment la chaîne de télé préférée des complotistes. Pour une raison que j'ignore, si vous débattez avec un complotiste, il y aura 80% de chances pour qu'à un moment donné, il vous cite BFM TV. Encore une fois, si vous avez une opinion contraire à la leur, c'est pas parce que vous réfléchissez d'une autre façon qu'eux, c'est juste parce que vous regardez trop BFM TV. Évidemment. On m'a dit ça des dizaines de fois en 3 ans de débunkage sur internet, alors que j'ai quasiment jamais regardé cette télé de ma vie. A noter que parfois aussi ce terme peut être remplacé par TF1, à l'occasion. Cependant, il semble que iTélé soit épargné par ce phénomène. Les médias mainstream. On reste ici dans la même veine que pour le terme précédent. Les complotistes ont une méfiance naturelle envers les médias professionnels, car ils relayent au grand public une information officielle d'un événement, en essayant de garder une certaine neutralité, objectivité, et sans jamais aborder les théories alternatives, tout simplement parce que la base du journalisme, c'est d'essayer de ne pas relayer des informations qui ne sont pas basées sur des sources ou des preuves. Et ça, c'est super suspect. Bon alors bien entendu, parfois ils s'emballent et ils racontent n'importe quoi, hein. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'ils ont un objectif propre qui les guide et qui est l'audience. Ils doivent donc non seulement essayer de trouver des informations qui soient basées sur quelque chose, mais ils doivent surtout essayer de plaire au plus grand nombre. Un média mainstream est donc un média de masse, professionnel, et qui n'aborde pas les théories alternatives et les théories du complot. Et si une personne vous parle des médias mainstream dans une conversation, ce sera parfois pour les mettre en opposition avec les médias libres ou les médias citoyens, c'est-à-dire la plupart du temps, pas tous, hein, mais la plupart, des faux journaux ou des fausses télés sur internet qui sont gérés par des gens qui n'ont jamais fait d'études de journalisme et qui relayent pratiquement que du contenu complotiste pour faire grimper leur audience, évidemment, hein, parce que le contenu complotiste c'est sensationnel, c'est mystérieux, c'est blablabla, donc forcément ça fait grimper l'audience quoi. Le complotisme ça fait du clic, plus que le debunking d'ailleurs. Je devrais peut-être me reconvertir finalement. Sioniste. Un sioniste à la base c'est tout simplement une personne qui est favorable au retour des juifs en Israël, sur les terres de Palestine. Alors pour la petite histoire, normalement c'est Dieu qui devait venir lui-même les chercher pour les amener là-bas,
en cas de danger, mais il s'avère que même après la Shoah, Dieu n'a pas daigné bouger son pour aller les chercher. Donc du coup, certains d'entre eux se sont dit que ils allaient prendre le problème par les cornes et puis se déplacer eux-mêmes là-bas. Bref, je détaillerai pas plus ce concept politico-religieux ici, mais en gros, 90% des complotistes accusent les sionistes d'être responsables d'à peu près tous les malheurs du monde. Tous les complots, c'est eux, tous les attentats qui sont organisés, c'est par eux. C'est eux qui contrôlent les États-Unis, l'Union Européenne, bref, ils contrôlent le monde entier, hein, ils sont partout. Et donc, en conséquence, si une personne vous parle des sionistes dans une conversation, c'est qu'il y a 99% de chances qu'il adhère à la plupart des théories du complot. Rothschild, Rockefeller, Bilderberg. Comme on vient de le dire, les complotistes sont obsédés par tout ce qui vient des juifs. Du moment qu'un juif est riche ou qu'il travaille dans le showbiz ou les banques, alors c'est que c'est forcément un sale sioniste qui veut conquérir le monde et nous réduire en esclavage. Donc c'est simplement en suivant cette logique que ces trois groupes financiers qui sont fondés à l'origine par des juifs sont considérés comme étant le mal incarné. Bon alors je pense qu'il est inutile de vous préciser qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart des actionnaires dans ces trois groupes financiers sont loin d'être tous juifs, et puis qu'il y a aussi de nombreuses autres banques et établissements financiers dans le monde qui sont bien plus riches et qui ont bien plus d'influence. Mais pourtant, les complotistes en sont persuadés, ce sont ces groupes juifs, Rothschild, Rockefeller et Bilderberg, qui détiennent tout l'argent du monde et qui contrôlent secrètement tous les États avec. Vérité. Encore un des mots préférés des complotistes, car eux, ils ne détiennent pas juste une possibilité d'info, un argument, un indice, non. Eux, ils détiennent la vérité. Alors que vous, vous êtes une merde. Vous avez des arguments, des théories, des hypothèses, mais eux, ils ont la vérité, avec un grand V, quoi. D'ailleurs, ils surnomment généralement ceux qui font des livres complotistes ou des vidéos complotistes des chercheurs de vérité. En anglais, les truthers. Oui, c'est un mot difficile à prononcer, essayez vous aussi. Il est donc une règle assez systématique qui est que si quelqu'un prétend vous apporter la vérité, ou qu'il prétend détenir la vérité, ou qu'il est un chercheur de vérité, alors c'est qu'il est vraisemblablement un complotiste qui essaye de se rassurer sur ses croyances en utilisant des termes forts, en lieu et place d'une argumentation valable. Payé par le gouvernement. Ça aussi, ça va ressortir assez vite si vous contredisez un complotiste, et surtout sur internet. Bah oui, si vous le contredisez alors même que vous êtes au courant de sa théorie, ce n'est pas parce que les éléments vous ont amené à avoir une opinion contraire à la sienne. Non, c'est parce que vous êtes payé par le gouvernement. Vous êtes payé pour avoir cette opinion, et puis, tant qu'à faire, la diffuser et faire de la désinformation. Désinformation, propagande. La désinformation, c'est tout simplement le fait de transmettre une information fausse. La propagande, c'est le fait de manipuler l'opinion générale des individus en propageant massivement des fausses informations sur un sujet dans un but politique ou religieux. Bon alors les complotistes, eux, ils utilisent ces deux termes indifféremment. Désinformation et propagande, c'est toute information publique qui est conforme à une version officielle ou qui est contraire à leur opinion, quoi. CIA. Mossad. Très souvent, quand un complotiste va vous sortir sa propre version d'un événement, le CIA ou le Mossad sera forcément impliqué. Ces noms d'agences secrètes américaines et israéliennes excitent l'imaginaire des complotistes qui n'hésitent pas alors à rêver à de véritables actions à la James Bond. Évidemment, dans la pratique, la CIA constitue aujourd'hui une goutte d'eau dans le système des renseignements américains depuis la fin de la guerre froide, et le Mossad, qui servait initialement à chasser illégalement des nazis sur des territoires étrangers, connaît maintenant une baisse d'activité. Bien sûr, le Mossad sert aussi à prévenir les différentes attaques étrangères ou terroristes qui pourraient avoir lieu sur le territoire d'Israël. On peut les comprendre sachant qu'à peu près tous leurs voisins aimeraient les exterminer. Enfin du coup, le Mossad a un peu autre chose à foutre que d'organiser des attentats sur le territoire français. Ils ont déjà pas mal à faire pour se protéger de leurs voisins là-bas. Alors évitons de vexer les complotistes et répondons-leur simplement « mais oui, le CIA, le Mossad, tout ça, ils font tout plein des projets super vilains ». Et voilà pour ce vocabulaire complotiste. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à en dire, mais aussi que les termes les plus importants ont déjà été abordés ici. Alors maintenant, passons à la classification des complots, bande de moutons sionistes payés par le gouvernement qui écoutent la propagande des médias mainstream de BFM TV. Une typologie, c'est quoi? C'est tout simplement un système de rangement, de catégorisation. Donc ici, je vais essayer de m'atteler à la classification des complots en les rangeant dans des petites cases. C'est juste pour rendre les choses plus claires sur la théorie, mais en réalité, certaines catégories sont assez floues dans certains cas. Mais commençons par le commencement. Les théories du complot ne sont pas les seules croyances irrationnelles qui existent. Effectivement, l'être humain est par nature attiré par le mystérieux, l'inexplicable, le secret, la magie et les légendes.
À partir de là, pour combler ce besoin naturel, qui est en fait une sorte de besoin de s'évader de son quotidien qui a une rationalité trop étouffante, vous avez deux solutions. Soit vous vous évadez avec de la fiction, avec une mystification, je dirais volontaire et innocente, par exemple en regardant Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux ou en jouant à un jeu vidéo, et dans ce cas-là, on va dire vous allez vous évader de manière saine et temporaire, en acceptant le fait d'être mystifié pour le plaisir, soit vous allez partir dans une croyance irrationnelle que vous allez considérer comme vraie dans la vie de tous les jours. Et dans ce cas-là, c'est déjà beaucoup moins sain. Alors pour moi, il y a trois grandes catégories de croyances irrationnelles. Les croyances mystiques, les pseudosciences et les théories du complot. Tout d'abord, s'agissant des croyances mystiques, je vais les subdiviser entre les sectes et les religions d'un côté et les superstitions d'un autre côté. En ce qui concerne les sectes et les religions, c'est le fait d'avoir la foi. Le fait d'avoir la foi, c'est le fait d'accepter de croire sans aucune preuve que telle ou telle force mystique supérieure à l'homme a tout créé et qu'il régit plus ou moins notre vie, en nous obligeant à un certain nombre de règles de conduite. Les sectes et les religions remplissent à merveille notre peur du vide. Le cerveau humain a besoin de tout expliquer pour se sentir bien, et ne pas souffrir d'une sorte de dissonance. Et comme on ne peut évidemment pas expliquer tout ce qui nous entoure, la religion forme une base rassurante, qui comble ce vide en répondant facilement à toutes nos questions. Pourquoi j'existe? Dieu. Pourquoi mon fils est mort? Dieu. Comment la nuit tombe et le soleil se couche? Dieu, une seule réponse très simple à toutes vos questions. Venons-en ensuite à la deuxième subdivision des croyances mystiques, les superstitions. On retrouve dans cette catégorie toutes les autres croyances mystiques qui n'arrivent pas au niveau d'organisation et d'hierarchisation d'une religion, mais qui viennent expliquer plutôt un point particulier de notre environnement, contrairement aux sectes et aux religions qui, elles, veulent apporter une réponse globale. Et là, du coup, on retrouve plein de choses, comme par exemple les fantômes, les légendes urbaines, les extraterrestres, les fées, l'Atlantide, le vendredi 13, les porte-bonheur, les porte-malheur, etc. On y croit au quotidien pour, encore une fois, se rassurer sur des choses inexplicables ou pour s'évader tout simplement de son quotidien, en s'accrochant à des choses qui nous vendent du rêve. Deuxième grand type de croyances irrationnelles, les pseudosciences. Les pseudosciences sont des croyances irrationnelles qui, contrairement aux croyances mystiques, qui elles s'affichent clairement comme étant irrationnelles, s'enrobent d'un vernis de science pour se doter d'une apparente rationalité, et ce dans le but évidemment de tromper l'interlocuteur ou le spectateur sur sa véritable nature, en essayant donc d'avoir l'air d'avoir une nature scientifique. Par exemple, la théorie créationniste, qui veut que Dieu a créé la Terre et tout ce qui va avec, trouve son argumentation directement dans Dieu et la magie, sans se cacher et sans chercher à être scientifique. En revanche, la théorie de l'intelligent design, qui admet l'évolution des espèces, mais qui pense que Dieu a influencé cette évolution, ou encore la géologie du déluge, qui pense que le déluge a vraiment eu lieu dans l'histoire géologique de la Terre, sont des pseudosciences. Elles suivent les évolutions de la science, s'y agrippent comme un parasite tout en proposant des théories alternatives qui n'ajoutent rien de plus évidemment aux propos de base. Les pseudosciences sont pour moi beaucoup moins honnêtes que les sectes ou les religions, car elles sont faites pour tromper vraiment le lecteur, l'interlocuteur, le spectateur. Et elles ne s'acceptent pas elles-mêmes en tant que simples croyances. Mais les pseudosciences ne sont pas versées uniquement dans la religion, on les retrouve en fait principalement plutôt dans la médecine alternative. En effet, il existe tout un tas de thérapies alternatives qui ne se basent sur absolument aucune base scientifique, mais qui arrivent à convaincre les patients grâce à des méthodes qui ont l'air très honnêtes, on va dire. Et grâce à des méthodes qui marchent, tout simplement, en mettant en confiance le patient et en induisant une sorte de confort physique et psychologique qui va l'amener à se sentir mieux, voire même à guérir. Donc je ne dis pas qu'elles n'ont pas d'efficacité, mais en tout cas elles ne reposent sur rien. Et il est venu l'heure des exemples. Parmi les plus célèbres pseudosciences, on retrouve donc l'intelligent design et la géologie du déluge, mais également l'anthropologie criminelle, la psychanalyse, l'homéopathie, le magnétisme, la médecine chinoise, le chamanisme, etc., etc. Et non, je ne rajouterai pas l'ostéopathie dans cette liste d'exemples parce que mon ostéopathe, elle est super jolie et elle me masse super bien, alors merde quoi. Et voici enfin venir notre théorie du complot. Je distingue personnellement deux catégories de complot, le conspirationnisme politique et le conspirationnisme scientifique. Le conspirationnisme politique quand le doute porte sur un événement aux conséquences éminemment politiques, comme par exemple Charlie Hebdo le 11 septembre ou Daesh créé par Israël. Et le conspirationnisme scientifique quand le doute porte sur une théorie ou un exploit pourtant scientifiquement démontré, comme par exemple la mission Apollo 11, les vaccins ou le réchauffement climatique. Très souvent, le conspirationnisme scientifique se recoupe avec une croyance mystique telle qu'une religion, c'est-à-dire que le complotiste va vouloir croire à l'incompétence des scientifiques,
pour se rassurer sur ses convictions religieuses. Ainsi en est-il de ceux qui combattent la théorie de l'évolution ou de ceux qui pensent que la Terre est plate. Si, je te jure, ça existe. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle a constitué une bonne introduction à la matière et que vous comprenez un petit peu mieux ce que je pense de tout ça, ce qui serait plutôt pas mal parce qu'à partir du prochain épisode, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Et mettez un pouce bleu si vous êtes partisan de notre démarche, c'est super important parce qu'on va probablement se prendre une flopée de pouces rouges dans chaque vidéo, la plupart des gens sur internet étant en faveur des croyances. Et puis enfin abonnez-vous si vous vous intéressez à tout ça ou que vous voulez pouvoir m'insulter à chaque nouvelle vidéo sortie, parce que nous sommes désormais partis pour une longue croisade contre les croyances irrationnelles et je peux vous dire qu'il va y avoir du sport. Le nouvel ordre mondial.